Monsieur Emmanuel Brochier, à qui nous remercions sa collaboration à ce congrès, est doyen et directeur de l'Institut de philosophie comparée à Paris, où il est maître de conférences en philosophie. Depuis 2012, il est membre associé au laboratoire d'histoire des sciences et de philosophie Archives Henri Poincaré. Ses thèmes de recherche comprennent la nature et l'intelligence et rationalité. Son principal projet de recherche dans le cadre de ce domaine scientifique a été la naturalisation de l'intelligence et son RSI. Parmi d'autres activités universitaires qu'il mène, il est membre du jury nommé par le recteur de Paris pour la validation des licences de philosophie et de psychologie depuis 2013. De même, depuis 2012, il est membre du Cercle de philosophie de la nature, association internationale pluridisciplinaire fondée par Miguel Espinosa. Il est titulaire de la chaire de philosophie de la nature à l'Institut de philosophie comparée et professeur invité à l'École supérieure d'ingénieurs généralistes. Donc, Monsieur Brochier, à partir de cet instant, vous disposez de 25 minutes pour votre conférence. Nous vous en remercions. Merci beaucoup. Merci. Au terme de ce beau colloque, je voudrais insister sur l'importance de la philosophie, et particulièrement de la philosophie de la nature, au sein même de nos formations universitaires, car le problème écologique n'est pas simplement un problème technique, éthique, politique, c'est aussi et avant tout une question de vision du monde. Par philosophie de la nature, il faut entendre ici ce que Whitehead entendait lui-même quand il assignait à la philosophie l'objectif de s'intéresser à la nature, considérée comme ce que nous observons à travers nos sens et non à travers nos instruments de mesure. Dans cette perspective, la nature n'est pas un concept, une abstraction métaphysique. Elle existe. Elle est responsable du comportement habituel des individus qui ne sont pas des artefacts. Mais la philosophie de la nature, ainsi entendue, a connu depuis la révolution copernicienne une longue éclipse. Notre question est de savoir si cette éclipse n'est pas l'une des racines de la crise écologique. Nous puiserons cette hypothèse dans la date aussi, lue dans la perspective de Lynn White, The Historical Roots of Ecological Crisis, paru dans Science en 1967. Nous n'aborderons pas aujourd'hui, comme dans notre article en préparation, la philosophie de la nature de Carl Linné et sa disqualification par la révolution darwinienne, bien que cela ait accentué, selon nous, l'anthropocentrisme dévié dénoncé dans la Dotossie. Mais, en nous appuyant sur James Lovelock, l'un des principaux acteurs de la révolution écologique, décédé récemment le 22 juillet 2022, nous nous demanderons si la réponse à la crise écologique ne présuppose pas, d'une manière ou d'une autre, une réhabilitation de la philosophie de la nature, ce qui tendrait à corroborer notre hypothèse selon laquelle son éclipse est l'une des racines de la crise écologique, et ce qui pèserait en faveur d'une juste intégration de cette discipline philosophique au sein de nos formations universitaires. Les racines historiques de la crise écologique. White rappelle qu'aucune autre créature que l'homme n'a jamais réussi à salir son nid en si peu de temps, et ce depuis 1850, date à partir de laquelle l'Occident s'emploie à mettre en œuvre l'idée de Francis Bacon, selon laquelle la connaissance scientifique est synonyme de pouvoir sur la nature. Presque au même moment, en 1873, le terme écologie apparaît. Toutefois, alors même qu'il rédige son article un siècle plus tard, en 1967, White estime que personne ne sait encore ce que nous avons le devoir de faire pour répondre à la crise écologique. Il est convaincu, et c'est sans doute le premier, que la question éthique appelle à réinterroger ses fondements,
Sans quoi, nos mesures spécifiques, dit-il, peuvent produire de nouveaux contre-coups plus graves que ceux auxquels elles sont censées remédier. Fort, par ailleurs, de la conviction que notre action sur la nature est toujours conditionnée par nos croyances sur l'homme et sa destinée, White met alors en cause le christianisme, en rappelant que le De Revolutionibus de Copernic a été longuement préparé par les traductions latines des ouvrages scientifiques grecs et arabes, par leur diffusion au sein des universités naissantes et par leurs commentaires, principalement au XIIIe siècle, où l'Occident latin essaie de rattraper son retard sur le monde de l'islam. Il est donc impossible, à ses yeux, de comprendre le fondement de l'éthique qui a conduit à la crise écologique sans prendre en compte la vision médiévale de l'homme et de la nature, y compris lorsque nos habitudes quotidiennes ne sont plus chrétiennes. Le fond reste souvent, dit-il, étonnamment proche de celui du passé, au point que le marxisme lui-même peut être considéré comme une hérésie judéo-chrétienne. Fin de citation. La thèse principale de Lynn White est que le christianisme est la religion la plus anthropocentrique jamais connue, inscrivant l'homme dans un temps qui n'est plus cyclique avec la notion de commencement, lui donnant de dominer sur les animaux, et surtout en le mettant à part du reste de la nature, puisque l'homme est le seul à avoir été fait à l'image de Dieu. Cet anthropocentrisme impliquerait selon lui un dualisme. Ainsi, écrit-il, la nature a non seulement établi un dualisme entre l'homme et la nature, mais a également insisté sur le fait que c'est la volonté de Dieu que l'homme exploite la nature à ses propres fins. En d'autres termes, l'attribution de deux valeurs différentes, intrinsèques à la nature et à l'homme, respectivement une valeur instrumentale et une valeur de fin, viendrait du christianisme. L'Orient grec, comme l'Église primitive, voyait dans la nature un système de symboles à travers lequel Dieu parle aux hommes, cette dernière étant comme un sermon pour les paresseux, écrit White. À l'inverse, dès le début du XIIIe siècle, la théologie prit une autre orientation dans l'Occident latin, avec Robert Grossetête, Roger Bacon et Thierry de Freiberg. L'arc-en-ciel, par exemple, n'est plus seulement un symbole, il fait l'objet d'une étude élaborée avec les mêmes motivations que celles que l'on retrouvera encore chez Leibniz et Newton, à savoir des motifs religieux. Il apparaît ainsi clairement, selon lui, que la science occidentale moderne a été coulée, je cite, dans une matrice de théologie chrétienne. Et White d'ajouter, en faisant implicitement référence à une formule célèbre de Freud, malgré Copernic, tout le cosmos tourne autour de notre petit globe. Malgré Darwin, nous ne faisons pas partie, au fond de nous-mêmes, du processus naturel. Fin de citation. White semble suggérer que tout se passe, comme si cette matrice théologique constituait encore notre surmoi collectif, y compris à l'ère de la mort de Dieu. La crise écologique viendrait donc de croyances héritées et jamais remises en question. On ne saurait reprocher à White d'avoir une vision trop monolithique de l'Occident latin. Il s'est simplement proposé de suggérer la tendance dominante sans pour autant ignorer qu'il y a des visions chrétiennes alternatives. Il va même jusqu'à croire qu'il faudrait pouvoir puiser dans ces visions alternatives les solutions à la crise écologique, car en raison de ce qui vient d'être avancé, il lui semble clair que la science et la technologie, je le cite encore, ne vont pas nous sortir de la crise écologique actuelle. Fin de citation. Du moins, ajoute-t-il, en tant que nous n'aurons pas trouvé une nouvelle religion ou penser l'ancienne. En effet, White est conséquent. Puisque les racines de notre problème sont si largement religieuses, le remède doit aussi être essentiellement religieux. Dès lors, puisque le problème vient de ce que nous nous croyons supérieur à la nature, au point d'être enclin à la mépriser et à l'utiliser pour nos moindres caprices, il propose de prendre la figure de saint François d'Assise, qui
est à ses yeux le plus grand révolutionnaire spirituel de l'histoire occidentale, dans la mesure où le saint d'Assise met en avant la vertu d'humilité. De par l'humilité, écrit-il, François a essayé de déposer l'homme de sa monarchie sur la création et d'établir une démocratie avec toutes les créatures de Dieu. Il voyait dans la fourmi une sœur, dans le feu un frère, il exhortait les petits oiseaux, et la légende dit même qu'il a converti un loup. Profondément chrétienne, quoique non dominante, sa vision de la nature et de l'homme reposait, écrit White, sur une sorte de panpsychisme de toutes les choses animées et inanimées destinées à la glorification de leur créateur transcendant qui, dans un geste ultime d'humilité cosmique, a pris cher, s'est couché sans défense dans une crèche et mourut pendu à un échafaudage. Il est intéressant de voir que, sans qu'il ne soit jamais fait référence de Lynn White, l'encyclique Laudato Si se place clairement dans la perspective de son article de 1967, et ce, dès l'introduction, avec le recours à la figure de Saint François. White avait proposé Saint François d'Assise comme saint patron des écologistes. De son côté, le pape François, après avoir rappelé qu'il avait lui-même pris le nom de François en référence au saint d'Assise, écrit au paragraphe 10, c'est le saint patron de tous ceux qui étudient et travaillent autour de l'écologie, aimé aussi par beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes. Le pape soutient à son tour que la crise écologique ne pourra pas se résoudre par la science et les technologies. Et il fait dériver du modèle de saint François la nécessité, et je vous ai mis le texte dans ce paragraphe 11, la nécessité d'une ouverture à des catégories qui transcendent le langage des mathématiques ou de la biologie et nous orientent vers l'essence de l'humain. L'enjeu est d'apprendre à voir que les êtres humains ont en eux-mêmes une valeur, et ce, indépendamment de l'homme, une valeur qui permet de voir dans la plus petite chose de la nature un frère ou une sœur, c'est-à-dire des similitudes profondes en raison d'une origine commune. Il s'agit bien sûr de recouvrer une attitude spirituelle d'ordre religieux, mais pas seulement. En effet, en partant de la crise écologique actuelle et en cherchant comme White les racines historiques, pour que nous ne considérions pas seulement les symptômes, mais aussi les causes les plus profondes, le pape François va faire référence à une conception de la nature exposée par Thomas d'Aquin au XIIIe siècle dans l'un de ses commentaires d'Aristote. On peut lire Laudato Si comme une critique d'envergure du grand récit de Lynn White, où le pape, pour qui la racine historique de la crise écologique n'est pas le christianisme, mais un anthropocentrisme dévié, propose une révolution culturelle d'autant plus courageuse qu'elle n'hésite pas à réhabiliter la philosophie de la nature d'Aristote dans son exposition thomasienne. Il s'agit précisément, au paragraphe 80 de l'encyclique, de faire comprendre qu'un bien peut sortir du désordre écologique, et ce, dans la mesure où Dieu est présent au plus intime de toute chose, écrit le pape, sans que pour autant la nature ne perde quoi que ce soit en autonomie. En d'autres termes, Dieu a conféré aux choses des potentialités à partir duquel du nouveau peut toujours surgir. Et pour preuve, il y a, dit le Saint-Père, ce qu'affirme Thomas d'Aquin quand il écrit, et c'est dans son commentaire des physiques d'Aristote, la nature n'est rien d'autre que la raison d'un certain art, à savoir divin, inscrite dans les choses, par laquelle les choses elles-mêmes sont mues vers une fin déterminée. Et le pape poursuit la citation comme si l'artisan constructeur de navires pouvait accorder au bois de pouvoir se modifier lui-même pour prendre la forme de navire. Fin de citation. Il ne faudrait pas évaluer le poids de cette citation donnée à partir de la version en français, dans la traduction française de l'encyclique, donnée à partir de la version anglaise du texte thomasien. En fonction de son volume au sein de l'encyclique, elle n'implique pas moins que l'ensemble des commentaires thomasiens de la physique, de la métaphysique et du traité de l'âme d'Aristote, sans parler de celui du Décaëlo ou des ouvrages de logique.
Si nous devions synthétiser cette vision médiévale de la nature et de l'homme autour de 3 points, on pourrait dire d'abord que la philosophie de la nature utilise le langage ordinaire en lui conférant autant que possible une grande précision, qui procède d'une clarification, laquelle suppose une certaine conception de l'espèce, entendue non comme une simple convention, mais comme une détermination présente dans les individus et connaissable confusément ou distinctement par abstraction. Il s'agit de travailler à dire distinctement les choses autant que possible. Ensuite, elle se caractérise par le langage ordinaire qui repose sur une base empirique bien caractérisée par la notion d'expérience commune, Par là, il faut entendre non une simple observation ou une forme d'expérimentation, mais la représentation sensible de ce qui est commun à plusieurs souvenirs. On peut se souvenir du déplacement d'un corps, du réchauffement d'un liquide, du changement de couleur du feuillage des arbres. Ces souvenirs présentent en commun quelque chose qui, tout en restant le même, n'est plus ce qu'il était auparavant. C'est une expérience qui échappe à la mesure, au sens strict, mais pas au discours ordinaire, et qui nourrit une vision philosophique de la nature et de l'homme. Enfin, elle se caractérise par le fait que l'objet de la philosophie de la nature est de repérer la valeur intrinsèque des choses naturelles. Une chose est naturelle quand elle vient à l'existence au terme d'une génération, comme l'enfant qui a été procréé. Contrairement à nos artefacts, ce qui est produit naturellement n'a pas été conçu par la raison humaine. Dans le cas d'une procréation qui est médicalement assistée, l'enfant à naître est lui aussi naturel, car il est bien évident que la raison humaine n'est pas à l'origine du schéma organisateur de son corps, de son organisme. La technique, la médecine s'est contentée d'aider ou d'orienter le processus naturel. Pour autant, ce qui est naturel n'est pas dû au hasard, car les processus naturels sont toujours imitables au moyen d'une technique connue ou encore inconnue, ce qui est impossible pour ce qui arrive fortuitement. La philosophie de la nature procède toujours en regardant les choses sous l'angle du devenir, ce en quoi elle se distingue de la métaphysique. Thomas distinguait par ailleurs la philosophie des arts, au sens de technique, qui permettait de compter, mesurer, sauver les apparences et donc de produire quelque chose. Ce sont eux, les arts mécaniques ou libéraux comme l'astronomie, qui vont, par leur développement, donner lieu à une éclipse de la philosophie de la nature tout au long de l'ère moderne, une éclipse qui deviendra totale après la révolution darwinienne, ce que je tenterai de montrer dans l'article qui fera suite à cette intervention. Bruno Latour n'hésite pas à comparer James Lovelock à Galilée ou à Pasteur. J'ai la conviction, écrivait en 2018 le sociologue des sciences, qui vient de décéder le 9 octobre dernier, que la proposition théorique de Lovelock a la même importance dans l'histoire de la connaissance humaine que celle de Galilée. Fin de citation de Bruno Latour. Nous nous borderons ici à chercher, dans son hypothèse Gaïa, les traces d'une philosophie de la nature de type thomasien. Évidemment, ce moment de notre réflexion pourra paraître difficile car il va mobiliser des idées thomasiennes de lieu et de nature, des idées qui, en leur aboutissement, ne se laissent pas présenter en quelques minutes. Mon propos sera donc seulement indicatif. James Lovelock a formulé l'hypothèse selon laquelle la Terre serait comme un organisme vivant. C'est l'hypothèse Gaïa. Elle permet d'envisager la Terre comme un système qui s'auto-régule, évolue et tend à conserver la vie, bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un organisme vivant, puisqu'elle ne se reproduit pas. Gaïa se comporte de manière comparable au vivant, du fait qu'elle a une tendance à rendre optimum les conditions de la vie. L'idée originale de Lovelock est que les êtres vivants ne sont pas nichés dans un environnement qui serait le royaume de la nécessité. Au contraire, ils contribuent eux-mêmes à sa formation. La Terre n'est pas non plus un système ou une totalité à la manière d'un organisme vivant. Elle semble être une totalité, seulement dans la mesure
où elle est, jusqu'à preuve du contraire, une singularité dans l'univers et un système dans la mesure où tout est interaction pour conserver la vie. Grâce au mécanisme de la sélection naturelle, cette tendance à la conservation de la vie n'est pas interprétée en termes de finalité. Nous avons supposé, écrit-il, que le monde gaïen évolue selon une sélection naturelle darwinienne, que son objectif est la préservation de conditions optimales pour la vie dans toutes les circonstances. Au sens strict, néanmoins, la sélection naturelle ne fonctionne que pour des êtres qui ont la capacité de laisser une descendance, ce qui n'est pas le cas pour Gaïa. Dans la perspective de cette hypothèse, où la Terre est envisagée du point de vue d'un cosmonaute dans l'espace, l'homme n'a pas de valeur en lui-même, mais seulement en tant qu'il participe, comme les autres espèces, au processus d'homostasie planétaire. Le problème écologique survient lorsque l'homme fait disrupter cette autorégulation. Cela peut être le fait de son activité en certaines régions du monde, plus particulièrement, qui se comportent comme des organes vitaux, selon Lovelock, mais aussi en raison d'un trop grand nombre d'individus au sein de l'espèce humaine. Cependant, il note que nul ne connaît à l'heure actuelle le nombre optimal pour l'espèce humaine. Selon Lovelock, la racine de la crise se trouve dans le phénomène d'urbanisation qui fait perdre le contact avec la nature. La sagesse de la ville, écrit-il, devient presque entièrement centrée sur des problèmes de relations humaines, contrairement à la sagesse de n'importe quel groupe tribal où les relations avec le reste du monde animé et inanimé occupent toujours une place prépondérante. En guise d'illustration d'une sagesse urbaine close sur elle-même, coupée du monde naturel, Lovelock donne la figure exemplaire d'un Descartes incapable d'apercevoir chez les animaux leur capacité à souffrir. Le problème de la sagesse urbaine est qu'elle ne sait plus faire référence aux données immédiates de l'expérience personnelle. C'est aussi, selon lui, le problème des chercheurs qui modélisent la Terre. Je cite, « Leurs modèles de la Terre sont construits dans des universités ou au sein d'institutions où ils disposent de tout le matériau et de tous les talents nécessaires, mais ce qui leur fait défaut, c'est cet ingrédient vital, l'information réunie de première main dans le monde réel. L'information réunie de première main dans le monde réel. Le contact, poursuit-il, et vous avez, je crois, le texte, le contact personnel entre les explorateurs et les bâtisseurs de modèles est rare et l'information passe à travers la phraséologie concise et limitée des articles scientifiques qui ne permet pas l'inclusion en sus des données d'observation subtiles. Fin de citation. James Locke dénonce ici ce qu'il est possible de désigner avec Whitehead comme une bifurcation regrettable, à savoir l'élimination de ce que nous voyons ou observons directement, et finalement sa disqualification pure et simple. Ainsi, Lovelock regrette en quelque sorte l'absence d'une philosophie de la nature étant, au sens de Whitehead, ce que nous observons dans la perception à travers les sens. Mais pour parler de philosophie de la nature, il faut aussi reconnaître, avec Whitehead et Lovelock, et ce dans la droite ligne d'Aristote et de Aquinas, que la nature ne dépend pas de ce que nous pensons ou sentons, qu'elle exerce une responsabilité sur les événements du monde qui nous entoure. Lovelock parle alors d'une apparente conspiration du silence, qui suggère par là que les scientifiques sont devant le monde comme devant un poste de télévision. C'est sa comparaison. Le problème est alors que le chimiste comprend que son objet d'étude est constitué de bois, de verre et de métal, dit-il. Le physicien, quant à lui, ne s'intéresse qu'au rayonnement de la chaleur et de la lumière. Et l'ingénieur s'étonne de la dimension et de la position des roues qui rend difficile un déplacement long le long d'une surface plane. Le problème, souligne Lovelock, est qu'aucun de ces brillants experts ne dit véritablement ce qu'est l'objet appréhendé. La médiation de l'instrument de mesure et la division de la science en disciplines distinctes est ce qui, selon notre auteur, ne nous permet pas de disposer d'une définition de la vie. L'hypothèse Gaïa non plus, elle rend toutefois la question à nouveau pertinente. Certes,
Tant qu'on ne prend pas un autre point de vue, l'hypothèse Gaïa demeure inconsistante. L'origine de l'hypothèse Gaïa fut la vision de la Terre depuis l'espace, qui révéla la planète dans son ensemble et non pas en détail. Mais pour autant, ce point de vue différent ne récuse pas les sciences. Je cite à nouveau Lovelock. Les scientifiques sont en général condamnés à mener une vie de citadin. Mais j'ai rencontré des hommes qui, vivant à la campagne, sont toujours proches de la Terre. Et elles paraissent souvent, ces personnes, stupéfaites d'apprendre que quelqu'un doit établir une proposition formelle pour une idée aussi évidente que l'hypothèse Gaïa. Pour ces gens de la campagne, cette hypothèse est vraie et l'a été de tout temps. Fin de citation. Il est clair ainsi que dans la mesure où l'hypothèse Gaïa n'est pas seulement un programme métaphysique de recherche interdisciplinaire, elle emprunte à la philosophie de la nature. Elle transcende, comme y invite la dot aussi, le langage des mathématiques et de la biologie. Mais surtout, elle réhabilite, comme on va l'évoquer, la notion de lieu, la notion aristotélicienne de lieu, ainsi que l'idée de nature, conçue comme l'œuvre d'une intelligence. Pour Galilée, la Terre est un corps semblable à n'importe quelle autre planète, dans la mesure où chacune peut être envisagée de manière abstraite, sans aucune surface, aucune couleur, aucune odeur, etc. Ce fut le point de départ de la bifurcation. Pour Lovelock, en revanche, il ne s'agit pas d'imaginer la Terre en séparant les qualités premières des qualités secondes, mais de la regarder dans son ensemble et de voir en quoi elle diffère des autres planètes. Vient alors immédiatement à l'esprit l'idée d'un lieu dans lequel est présente la vie que nous éprouvons et que nous constatons. Rien ne vit naturellement sur la Lune. Si la Terre était une planète quelconque, il n'y aurait aucune vie sur Terre. Gaïa n'est rien d'autre que la Terre envisagée comme le lieu des êtres vivants et même comme un habitat dans la mesure où les organismes vivants exercent une influence vitale sur l'environnement. L'espace n'est alors plus seulement un cadre géométrique, une forme a priori ou un concept, il est devenu une réalité naturelle, tangible. Pour Lovelock, la propriété la plus importante de Gaïa est sa tendance à rendre optimales les conditions de toute vie terrestre. En effet, depuis l'apparition de la vie, il y a quelques 3,5 milliards d'années, le climat, dit-il, est resté, c'est sa position, constant et favorable à la vie, un peu à la manière, je cite, dont la température de notre corps demeure constante en été ou en hiver. Il en va de même pour notre atmosphère, où le niveau d'oxygène ne dépasse pas 21%, sans quoi, dit-il, fait-il remarquer, la probabilité d'incendie de forêt augmenterait considérablement, et où un excès d'ozone serait aussi nocif qu'une insuffisance. Il existe, conclut-il à propos de l'ozone, des optima souhaitables en la matière comme pour tout composant de l'atmosphère. Et James Lovelock de poursuivre avec les océans, où il note également une stabilité physique et chimique depuis l'apparition de la Terre. Avec tous ces éléments, il nous semble pertinent de rapprocher, je crois, cette propriété de Gaïa d'une formule du stagirite. Le lieu veut être immobile. Avec la métaphore du vouloir, Aristote indique que l'immobilité du lieu n'est pas une nécessité absolue. Il s'agit d'une propriété que son commentateur, Thomas d'Aquin, interprète comme une puissance orientée vers un optimum. Locus habeat quendam potentiam et virtutem. Plus précisément, il lui reconnaît la compétence de conserver le corps qu'il contient. Locus habet quendam virtutem conservandi locatum. En l'occurrence, conserver revient à ne pas subir de transformation qui provoquerait la destruction du corps contenu, du corps localisé, et à lui fournir à ce corps localisé les conditions qui lui permettent d'exercer ses fonctions de façon optimale. Nous ne cherchons pas à soutenir ici que l'approche de James Lovelock est aristotélicienne, mais seulement qu'on y retrouve les traces d'une philosophie de la nature. Il est tout à fait évident qu'Aristote ne dit pas que les corps environnants favorables à la vie sont produits et régulés par la vie sur Terre. Et Thomas ne le fait pas davantage, mais en disant que supprimer la vie de notre planète sans modifier physiquement cette planète, supprimer la vie de notre planète sans modifier physiquement cette planète est presque impossible.
Ce faisant, Lovelock réaffirme plusieurs éléments essentiels à la conception thomasienne du lieu. D'abord, que la place occupée par un corps est quelque chose qui appartient à un corps naturel ou à un ensemble de corps naturels. Ensuite, que les corps peuvent agir sur leur environnement. Et enfin, que les habitats naturels particuliers sont en relation avec l'ensemble de la Terre. Sans le rechercher, Lovelock emprunte ces éléments de l'hypothèse Gaïa à la philosophie de la nature, ce qui ne constitue pas une répétition d'Aristote, mais le résultat d'un point de vue possible et de chemin encore praticable quand on a le projet d'une philosophie qui ne se contente pas, qui ne se cantonne pas à l'analyse des textes et à la description des vécus. On pourrait objecter à Lovelock que le langage ordinaire qu'il utilise est imprécis et que l'hypothèse Gaïa, quand elle est formulée au moyen de langages spécialisés, ceux des mathématiques à son époque, la cybernétique ou de la biologie, voit ses emprunts à la philosophie de la nature disparaître. Bien embarrassé, il avertit lui-même son lecteur. Certains passages, écrit-il, ou certaines phrases risquent de paraître influencés par les fléaux jumeaux de l'anthropomorphisme et de la téléologie. La philosophie de la nature peut-elle échapper aux anthropomorphismes? Au moment d'informer son lecteur que le manuscrit a été réécrit par Evelyn Fraser, il admet également que l'ouvrage correspond parfaitement à sa pensée. Elle déploya, Evelyn Fraser, en tel que, écrit-il, le résultat de son travail véhicule de manière précise ma pensée, telle que j'aurais aimé être capable de l'exprimer. Fin de citation. Il reconnaît ainsi la possibilité de s'exprimer de façon précise avec le langage ordinaire, en particulier lorsqu'il s'agit de dire ce qui relève de l'expérience commune. Veuillez m'excuser, Monsieur Brochet, veuillez m'excuser, mais on a épuisé le temps disponible, donc s'il vous plaît. Il faudrait arriver un peu à la fin de la conférence. Alors, oui, je remercie. L'anthropomorphisme consiste à prêter aux non-humains des propriétés qui n'appartiennent qu'aux humains. Il est un fléau en science comme en philosophie. Cependant, lorsque Lovelock dit que la Terre est un être sensible, s'agit-il d'un anthropomorphisme? Oui, si l'expression ne peut s'entendre que d'une manière parfaitement univoque. Néanmoins, la richesse du langage ordinaire est que les mots doivent légitimement avoir plusieurs significations, parce qu'il est d'usage de donner à une chose X le nom d'une chose Y, quand Y est le moyen de connaître X. C'est ce qui se produit lorsque Lovelock dit que la Terre est un être sensible. La Terre n'est pas un être sensible au sens où l'animal est lui-même un être capable d'éprouver des sensations. Néanmoins, dans la mesure où il y a une autorégulation, comme chez les animaux, laquelle est liée au système sensoriel, on peut, en un autre sens, attribuer une certaine sensibilité à la Terre. Dans cette mesure, nous ne sommes pas en présence d'une métaphore. Et c'est pourquoi il n'y a pas d'anthropomorphisme. Il existe seulement un risque d'anthropomorphisme pour le lecteur, un fléau contre lequel on ne lutte pas en éliminant le langage ordinaire, mais en le clarifiant, ce qui, pour une part, est le travail de la philosophie de la nature. Alors, il y avait un point que je ne voulais pas aborder qui concernait la question de l'intelligence, où il attribue à la Terre une intelligence, en quoi il rejoint, je crois, la définition de la nature de Thomas d'Aquin citée dans la Dototie, mais j'en viens tout de suite à ma conclusion. Nous pouvons conclure que la philosophie de la nature, issue de l'Antiquité, en recourant au langage ordinaire et à l'expérience commune, en s'employant à déterminer une valeur intrinsèque des entités naturelles, demeure, alors qu'elle avait été récusée par Galilée et par Darwin, un champ disciplinaire à part entière pour connaître avec précision la continuité entre l'humain et le non-humain. Sans quoi, chacune des solutions à la crise écologique pourrait être pire que le mal. C'est pour le moins ce que suggèrent les traces de cette philosophie de la nature retrouvée dans l'hypothèse Gaïa, qui constitue une contribution majeure à l'écologie contemporaine et marque une étape importante dans l'évolution des idées. L'éclipse de la philosophie de la nature, autrement appelée bifurcation par Whitehead,
apparaît ainsi comme l'une des racines de la crise écologique, ce dont on n'a pas suffisamment pris la mesure, à en juger par la quasi-absence de cette discipline dans les formations universitaires. Et pourtant, cette discipline saurait, la philosophie de la nature, nous garder des fléaux jumeaux de l'anthropomorphisme et de la téléologie. On ne serait plus tenté alors d'imaginer la nature comme un simple système de ressources à exploiter ou à protéger. La nature serait avant tout sensible et intelligente, quoique à aménager raisonnablement pour notre plus grand bonheur. Je vous remercie. J'espère que vous avez entendu les applaudissements. Oui, bien sûr. Donc, nous vous remercions de votre conférence. Maintenant, aussi bien dans la salle qu'à travers YouTube, les gens peuvent poser des questions. Muchas gracias, señor Brochet, por la interesante conferencia. Que me gustaría beaucoup, poder Monsieur leer el Brochet, texto c'était completo très porque intéressant. hay cosas que se me han J'aimerais bien escapado. pouvoir lire le texte Me gustaría hacer una complet parce pregunta que y es si c'était très esto del intéressant. antropomorfismo Mais je voulais vous demander si l'anthropomorphisme, si l'on pourrait penser que l'anthropomorphisme ou l'accusation d'anthropomorphisme, es una mala interpretación. au fond, est une mauvaise interprétation Dios de creador comment Dieu, Dios le creador, Créateur, a laissé su imagen en la creación. son image dans la création. Madame Sara Gallardo, qui est professeure ici à l'Université d'Avila, souhaite pouvoir lire le texte complet de votre conférence parce qu'il y a des mots qu'elle n'a pas compris. Certaines parties, elle les a un peu pas compris entièrement. Et elle vous pose la suivante question. Est-ce que l'on peut penser que l'accusation envers l'anthropocentrisme est peut-être due à une mauvaise interprétation de l'apparition ou la création de l'être humain en similarité avec Dieu, à l'image de Dieu? Oh, je crois pas. Je crois que comment dire, c'est un cas particulier, effectivement, où il peut y avoir une forme d'anthropocentrisme. Mais je crois que l'anthropomorphisme, pardon, c'était anthropomorphisme ou centrisme? Anthropocentrisme, non? Anthropocentrisme. Ah oui, pardon, anthropocentrisme. Ah oui, l'anthropocentrisme, en tout cas, donc d'une part, pour Lovelock, il est clairement attribué au christianisme qui donne une part trop distincte du reste de la création à l'homme. Il interprète en quelque sorte l'homme comme vraiment le fera Descartes, comme maître et possesseur. Et donc, il pourrait user en quelque sorte de la nature dans ses seuls intérêts. Le texte de Laudato Si va développer longuement l'idée que l'anthropocentrisme a été dévié en quelque sorte dans ses interprétations, notamment philosophiques. Donc, ce n'est pas le fait que l'homme ait été créé qui produit l'anthropocentrisme problématique, en quelque sorte, mais c'est une interprétation, en quelque sorte, incorrecte, qui n'est plus capable de voir le bien de la nature, qui n'est plus capable de voir la valeur intrinsèque de la nature, qui n'est plus capable de voir que son activité technique doit être en quelque sorte coordonnée avec les processus naturels, que son activité technique est au service aussi de la nature, de la nature, qu'il s'agit d'aménager l'espace, bien sûr, mais pas d'exploiter la nature pour elle-même. Voilà ce qu'on trouve dans cette encyclique Laudato Si. D'accord, merci beaucoup de votre réponse.
Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel. Je pensais un petit peu dans la Genèse, quand Dieu dit, il demande à l'homme de dominer la terre. Bien sûr, c'est pas dominer dans le sens, d'ailleurs, la doctrine sociale de l'Église, elle dit ça, non, c'est pas dominer dans le sens d'exploiter et de tout casser, mais dans le sens de l'utiliser d'une façon raisonnable. D'ailleurs, le pape Jean-Paul II aussi en parle, de la cultiver, mais toujours centré dans l'être humain. C'est le centre, c'est la personne humaine. On garde, on travaille la terre, on s'alimente, il faut s'alimenter, mais toujours parce que le centre, c'est la personne. Donc la nature, elle est créée sur la base, Dieu nous a créés à son image et le reste des créatures ne sont pas créées à l'image de Dieu. Et Dieu donne justement à l'être humain cette tâche de dominer la terre, mais justement pour son propre bien, de l'utiliser pour son propre bien. Et après, c'est la responsabilité de l'être humain d'utiliser sa raison et son activité d'une façon qui détruise pas son propre habitat, non? Donc moi, je pense que ce qui est vraiment clair dans la Genèse et dans la doctrine sociale de l'Église, c'est que tout est centré dans la grandeur de l'être humain, dans sa dignité. Donc c'est juste un commentaire, mais je ne sais pas si vous voulez aussi dire quelque chose. Je partage complètement votre analyse. J'ajouterai simplement un point qui me semble assez fidèle à cette encyclique, puisque l'encyclique s'adresse vraiment à tous les habitants de la maison commune. Quelquefois, les encycliques s'adressent aux hommes de bonne volonté. Ici, si je puis permettre cet humour, à tous les hommes, qu'ils soient de bonne ou de mauvaise volonté, à tous. Et c'est pourquoi, me semble-t-il, la philosophie va avoir une place importante. Et je crois aussi la philosophie de la nature, c'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir argumenter de façon à ce qu'on ne s'appuie pas seulement sur la foi. Et puisque c'est l'objet de mon intervention, je ne pense pas que la philosophie de la nature soit la seule discipline qui le puisse, mais je crois qu'elle est celle qui a été le plus délaissée et qui pourtant peut rendre de nombreux services pour argumenter. Je voudrais donner un exemple par rapport à ça. Par exemple, en réfléchissant sur ce qu'est l'avoir, ce que signifie avoir, posséder. Ça, c'est une réflexion qui relève aussi de la philosophie de la nature, dans la mesure où la philosophie de la nature peut prendre en compte le fait que l'homme, quand il naît, est un animal nu, désarmé. Il n'a pas tout ce qui est nécessaire pour la conservation de son existence, contrairement aux autres êtres naturels d'ailleurs. Et c'est ainsi que du point de vue de la philosophie de la nature, on peut comprendre l'avoir, ce que nous possédons grâce à nos mains et à notre raison, mais que la nature ne nous a pas donné. Ça, c'est quelque chose effectivement qui est à prendre en compte et qui est intéressant parce que pour en parler, pour le développer, on n'a pas besoin de s'appuyer sur des données révélées. Et alors, à ce moment-là, ça permet, me semble-t-il, de limiter en quelque sorte ce qui relève de l'avoir. L'avoir, c'est vraiment ce qui est nécessaire, alors il faudrait bien comprendre, mais à l'existence humaine dans son plein épanouissement. Mais ce n'est pas ce qui est nécessaire à l'assouvissement, en quelque sorte, de ses caprices et simplement de ses désirs. Donc, je voulais simplement pointer en convergence avec la doctrine sociale de l'Église, qui d'ailleurs s'appuie beaucoup sur la philosophie, en convergence avec ce qu'on trouve dans la Genèse et les interprétations de la Genèse, je crois intéressant d'avoir des développements philosophiques qui vont permettre des discussions, parce que si j'ai cité ici Ladotte aussi, c'était avant tout dans la perspective de White, c'est-à-dire pour montrer que cette encyclique, elle se trouve dans un débat public. White est considéré comme quelqu'un de très très important dans le débat écologique. Cette encyclique, la dette aussi, elle n'appartient pas en quelque sorte qu'aux chrétiens. Et je crois que pour poursuivre en quelque sorte la discussion avec tout le monde, il est important de développer la philosophie. D'accord, merci beaucoup pour vos aimables réponses aux questions qui ont été posées. Je pense que le temps est venu de clôturer le congrès.
Donc, nous vous remercions, Monsieur Brochier, de votre participation et de nous avoir accompagnés cet après-midi. Merci beaucoup. Merci. Merci À pour bientôt. l'organisation de ce très beau congrès. À bientôt, Monsieur Brochier.